Chapitre 19 Captivité. Les ours conduisirent Laïra dans un ravin creusé entre les falaises, où le brouillard était encore plus dense que sur le rivage. Les cris des créatures monstrueuses et le fracas des vagues s'atténuaient à mesure qu'ils montaient, et bientôt ils n'entendirent plus que les lamentations incessantes des oiseaux marins. Sans un mot, ils escaladaient les rochers et les congères, et Laïra avait beau scruter la grisaille étouffante, tendre l'oreille dans l'espoir d'entendre un bruit révélateur de la présence de ses amis, c'était comme si elle était le seul être humain à Svalbard. Et Yorek aurait pu tout aussi bien être mort. L'ours sergent resta muet jusqu'à ce qu'ils atteignent une étendue plane. Là, ils s'arrêtèrent. À en juger par le bruit des vagues, très lointain, ils se trouvaient maintenant au sommet des falaises, et Laïra n'osait pas s'enfuir de peur de basculer dans le vide. Regarde, ordonna l'ours, alors qu'un souffle de vent écartait le lourd rideau de brouillard. La lumière du jour n'était pas plus éclatante pour autant, mais Laïra leva les yeux comme on le lui demandait, et se retrouva face à une gigantesque construction de pierre. Aussi haute que le plus haut bâtiment de Jordan College, elle était beaucoup plus massive et ornée de sculptures guerrières, montrant des ours victorieux et des Skrellings vaincus, des Tartares enchaînés, esclaves dans les mines, ou des Épelins venus des quatre coins du monde pour apporter des cadeaux et des tribus au roi des ours, Iofur Raknisson. Du moins, c'est ce qu'expliqua l'ours sergent, et Laïra fut forcée de le croire sur parole, car chaque saillie, chaque relief de la façade, entièrement sculpté, était occupé par des fous de Bassan et des squats qui ne cessaient de croisser et de pousser des cris stridents en tournoyant dans le ciel bas. Leur fiente avait recouvert la moindre parcelle du bâtiment d'une épaisse couche grisâtre. Indifférents à cette saleté, les ours franchirent l'immense porche, avançant sur le sol gelé, constellé lui aussi de déjections. Il y avait une cour, de grands escaliers, des portes, et chaque fois, des ours en armure réclamaient aux nouveaux venus un mot de passe. Leurs armures astiquées étincelaient, leurs casques s'ornaient d'une plume. Laïra ne pouvait s'empêcher de comparer chaque ours qu'elle voyait à Yorek Birnison, toujours à l'avantage de ce dernier. Il était plus puissant, plus gracieux aussi, et son armure était une véritable armure, couleur rouille, tachée de sang, bosselée de traces de coups. Ce n'était pas une parure décorative, élégante et soignée, comme toutes celles qu'elle voyait autour d'elle. À mesure qu'il s'enfonçait à l'intérieur du château, la température augmentait. L'odeur qui régnait dans le palais de Iofur était répugnante. Mélange de graisse de phoque rance, d'excréments, de sang, de déchets de toutes sortes. Laïra baissa sa capuche pour avoir un peu d'air, mais elle ne put s'empêcher de plisser le nez. Pourvu que les ours ne sachent pas interpréter les expressions humaines, se dit-elle. À intervalles réguliers, des équerres de fer soutenaient les lampes à graisse de baleine qui projetaient des ombres dansantes, et il n'était pas toujours aisé de voir où l'on mettait les pieds. Finalement, ils s'arrêtèrent devant une épaisse porte de fer. Un ours garde actionna un énorme loquet, et le sergent se retourna brusquement vers Laïra et la jeta à l'intérieur, la tête la première. Avant même d'avoir pu se relever, elle entendit la porte se refermer bruyamment derrière elle. Il régnait dans ce cachot une obscurité profonde, mais Pantalaimon eut la bonne idée de se transformer en luciole pour projeter une faible lueur autour d'eux. Il se trouvait dans une cellule exiguë dont les murs suintaient l'humidité, avec un banc de fer pour seul ameublement. Dans le coin le plus éloigné, on distinguait un tas de haillons qui servaient sans doute de couche, et c'était tout ce que Laïra voyait. Elle s'assit en tailleur, avec Pantalaimon sur son épaule, et fouilla dans ses vêtements pour récupérer la laitiomètre. Il a beaucoup souffert, on dirait, mon pauvre Pan, murmura-t-elle. J'espère qu'il fonctionne encore. Pantalaimon vint se poser sur son poignet afin de l'éclairer, pendant que Laïra se concentrait. Elle s'émerveillait de constater que, en dépit de sa situation périlleuse, il lui suffisait de s'asseoir pour trouver la sérénité dont elle avait besoin pour déchiffrer la laitiomètre. Celui-ci faisait tellement partie d'elle-même maintenant que les questions les plus complexes se traduisaient toutes seules sous la forme des symboles qui les composaient, aussi naturellement que ses muscles actionnaient ses membres. Elle n'avait même pas besoin de réfléchir. Elle déplaçait les aiguilles et posait la question mentalement. Où est Yorek? La réponse fut immédiate. À une journée de marche d'ici. Il a été emporté par le ballon après l'accident.
Mais il se dépêche. Et Roger, avec Yorek. Que va faire Yorek? Il a l'intention de s'introduire de force dans le palais pour te libérer malgré le danger. Lyra rangea la laitiomètre, plus inquiète encore qu'auparavant. Ils ne le laisseront pas faire, hein, dit-elle. Ils sont trop nombreux. Ah, si seulement j'étais une sorcière, Pan. Tu pourrais aller lui porter un message, et nous pourrions élaborer un véritable plan. C'est alors qu'elle eut la peur de sa vie. Une voix d'homme s'éleva dans l'obscurité, tout près d'elle. Qui es-tu? Lyra se leva d'un bond en poussant un cri d'effroi. Se transformant aussitôt en chauve-souris, Pantalaimon tournoya au-dessus de sa tête en couinant, tandis que la fillette reculait contre le mur suintant. Alors, hein? Dit l'homme. Qui est là? Parlez! Parlez! Pan, redeviens Luciole, dit Lyra d'une voix tremblante. Mais ne t'approche pas trop. Le petit point lumineux dansa dans les airs, voltigeant autour de la tête de l'homme. Car il ne s'agissait pas d'un tas de haillons, mais d'un homme à la barbe grise, enchaîné au mur, dont les yeux étincelaient dans la brillance de Pantalaimon. De longs cheveux filasses pendaient sur ses épaules. Son démon, un serpent à l'air las, lové sur ses genoux, dardait parfois sa langue fourchue quand Pantalaimon passait trop près. Comment vous appelez-vous demanda-t-elle. Jotam Santelia. Je suis professeur de cosmologie, titulaire d'une chaire de fondation royale à l'université de Gloucester. Et toi, qui es-tu? Je m'appelle Lyra Bellaka. Pourquoi vous a-t-on enfermé? Par malveillance et jalousie. D'où viens-tu, hein? De Jordan College. Quoi? Oxford? Oui. Cette crapule de Trelawney est toujours là-bas? Le professeur palmérien? Oui, oui, dit-elle. Nom de Dieu! Ils auraient dû l'obliger à démissionner depuis longtemps, sale plagiaire, poseur! Lyra répondit par un petit grognement neutre. A-t-il enfin publié son étude sur les photons des rayons gamma? Demanda le professeur en tendant le visage vers Lyra. Elle eut un mouvement de recul. Je ne sais pas, répondit-elle tout d'abord. Puis l'habitude reprit le dessus, et elle inventa une histoire. Non, non, ça me revient maintenant. Il a dit qu'il devait encore vérifier quelques chiffres. Et il a dit aussi qu'il allait publier un article sur la poussière. Le scélérat, le voleur, la canaille, la crapule! S'écria le vieil homme. Il tremblait si violemment que Lyra craignit qu'il ne succombât à une crise cardiaque. Son démon glissa paresseusement de ses genoux, tandis que le professeur se frappait les cuisses avec rage. Des filets de bave pendaient de sa bouche. C'est vrai, renchérit Lyra. J'ai toujours pensé, moi aussi, que c'était un voleur, une crapule et tout le reste. Bien qu'il fût hautement improbable qu'une fillette dépenaillée surgisse un beau jour dans sa cellule pour lui parler de l'homme qui peuplait ses obsessions, le professeur ne sembla pas s'en étonner. Aucun doute, se dit Lyra, ce pauvre homme est fou. Mais peut-être possédait-il quelques renseignements qui pourraient lui être utiles. Elle vint s'asseoir prudemment à côté de lui, veillant toutefois à ce qu'il ne puisse pas la toucher, mais suffisamment près pour que la petite lumière de Pantalaimon éclaire son visage. Le professeur Trelawney aimait se vanter, dit-elle, en affirmant qu'il connaissait bien le roi des ours. Il se vante, hein? Ah! Ah! Évidemment qu'il se vante. Ce n'est qu'un sale prétentieux et un pirate. Il ne peut s'enorgueillir d'aucune découverte originale. Il a tout volé aux autres. Oui, c'est exact, dit Lyra avec conviction. Et quand par hasard il fait quelque chose tout seul, il se trompe. Absolument. Aucun talent, aucune imagination, un charlatan sur toute la ligne. Je suis sûr, dit Lyra, que vous en savez beaucoup plus que lui sur les ours, par exemple. Les ours? Ah, je pourrais écrire un traité sur les ours. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils m'ont enfermé, figure-toi. Ah bon? Je sais trop de choses sur eux, mais ils n'osent pas me tuer. Ce n'est pourtant pas l'envie qui leur manque, je le sais. J'ai des amis puissants. Certainement, dit Lyra, et je parie que vous feriez un merveilleux enseignant, avec tout votre savoir et votre expérience. Dans les profondeurs de sa folie, une petite lueur de bon sens continuait de briller malgré tout, et il lui jeta un regard mauvais, comme s'il la soupçonnait de faire de l'ironie. Mais toute sa vie, Lyra avait côtoyé des universitaires soupçonneux et grognons, et elle le regarda avec une telle admiration que le vieil homme fut rassuré. Enseignant, répéta-t-il. Enseignant. Oui, je pourrais enseigner.
Qu'on me donne le bon élève, je saurai allumer un feu dans son esprit. Vos connaissances ne doivent pas se perdre, ajouta Laïra. Elles doivent se transmettre pour que les gens se souviennent de vous, C'est juste, dit le professeur en acquiesçant avec gravité. c'est finement observé, petite. Comment t'appelles-tu? Laïra, répéta-t-elle. Vous pourriez m'apprendre ce que vous savez sur les ours? Les ours? Évidemment, j'aimerais tout savoir sur la cosmologie et la poussière, mais je ne suis pas assez intelligente. Pour ça, il vous faut des élèves réellement brillants, mais vous pourriez me transmettre vos connaissances sur les ours. Ce serait un bon point de départ, et peut-être qu'on pourrait en arriver à la poussière. Le professeur acquiesça de nouveau. Oui, tu as sans doute raison. Il existe une corrélation entre le microcosme et le macrocosme. Les étoiles sont vivantes, petite. Le savais-tu? Tout ce qui nous entoure est vivant, et il existe de grandes visées loin d'ici. L'univers est rempli d'intentions. Tout ce qui se produit a un but. Ton but est de me le rappeler. Bravo, bravo. Dans mon désespoir, je l'avais oublié. Bravo, excellent, petite. Vous avez déjà rencontré le roi, Iofur Raknisson? Oh oui, bien sûr. Je suis venu ici à son invitation, figure-toi. Il voulait créer une université. Il voulait me nommer vice-président. De quoi emboucher un coin à l'Institut Arctique Royal, hein? Et à cette crapule de Trelawney. Ha ha. Que s'est-il passé? J'ai été trahi par des médiocres. Parmi lesquels Trelawney, évidemment. Il est venu ici à Svalbard. Il a répandu des mensonges et des calomnies sur mes compétences. Diffamation, calomnie. Qui a découvert la preuve définitive du théorème de Barnard-Stokes? Hein? Eh oui, Santelia lui-même. Trelawney ne pouvait pas le supporter. Il a menti effrontément. Il a poussé Iofur Ragnisson à me jeter dans ce cachot. Mais un jour j'en sortirai, tu verras. Et je serai vice-président. Oh oui. Que Trelawney vienne me supplier ensuite, que le comité de publication de l'Institut Arctique Royal ose rejeter mes contributions. Ah, je dénoncerai toute leur bassesse. Je pense que Yorek Biernison vous croira quand il reviendra, dit Laïra. Yorek Biernison? Inutile de compter sur lui. Il ne reviendra jamais. Si, il est même en chemin. Dans ce cas, ils le tueront. Ce n'est plus un ours, c'est un paria, comme moi. On l'a rejeté. Il ne jouit plus des privilèges accordés aux ours. Supposons que Yorek Biernison revienne malgré tout. Et supposons qu'il défie Iofur Raknisson en duel, Oh, c'est impossible, déclara le professeur d'un ton catégorique. jamais Iofur Ragnisson ne s'abaissera à accorder à Yorek Biernison le droit de l'affronter. Il n'a plus aucun droit. Ce n'est plus un ours. Je te le répète, ce pourrait être un phoque ou un morse. Ou pire, un tartare ou un skreling. Ils n'accepteront jamais de le combattre avec les honneurs comme un ours. Ils le tueront avec leur lance-feu sans même le laisser approcher. Aucune chance, aucune pitié. Oh, fit Laïra, accablé par le désespoir. Et les autres prisonniers des ours, vous savez où ils sont enfermés? Les autres prisonniers? Oui, comme Lord Asriel. L'attitude du professeur se modifia brusquement. Il recula contre le mur en secouant la tête d'un air affolé. Chut! Tais-toi! Ils vont t'entendre, murmura-t-il. Il ne faut pas parler de Lord Asriel? C'est interdit et dangereux. Iofur Ragnisson ne veut pas que l'on prononce son nom. Pourquoi? Demanda Laïra en se rapprochant du professeur et en parlant à voix basse afin de ne pas l'inquiéter. Iofur Ragnisson a reçu pour mission spéciale, confiée par le conseil d'oblation, de garder Lord Asriel prisonnier, expliqua le vieil homme dans un murmure. Madame Coulter est venue en personne pour rencontrer Iofur et lui offrir toutes sortes de récompenses s'il conservait Lord Asriel à l'écart. Je le sais car à l'époque, j'étais dans les bonnes grâces de Iofur. J'ai même rencontré Madame Coulter. Parfaitement. J'ai eu une longue conversation avec elle. Iofur était follement épris de cette femme. Il en parlait sans cesse. Il ferait n'importe quoi pour elle. Si elle voulait exiler Lord Asriel à des milliers de kilomètres, son désir serait exaucé. Cette chère Madame Coulter n'avait qu'à demander. Savais-tu qu'il allait donner le nom de cette femme à la capitale? Et donc personne n'a le droit d'approcher de Lord Asriel? Personne! Jamais! Malgré tout, Iofur a peur de Lord Asriel. Il joue un jeu dangereux. Mais c'est un malin, il a contenté les deux parties. D'un côté, il a gardé Lord Asriel en quarantaine pour faire plaisir à Madame Coulter,
et de l'autre il a permis à Lord Asriel de se procurer tout le matériel qu'il souhaitait pour ses expériences. Mais cet équilibre ne peut pas durer, c'est trop instable. On ne peut pas satisfaire les deux camps. La fonction d'onde de cette situation va bientôt s'affaiblir. Je le sais de source sûre. Ah bon? Dit Laïra qui avait l'esprit ailleurs, car elle réfléchissait à tout ce qu'il venait de dire. Oui, la langue de mon démon reconnaît le goût des probabilités, figure-toi. Le mien aussi. Au fait, professeur, quand est-ce qu'il nous donne à manger? À manger? Il nous apporte forcément de la nourriture de temps en temps, sinon on mourrait de faim. Et je vois des os par terre. Je suppose que ce sont des restes de phoques, non? Des phoques? Je ne sais pas. Peut-être. Laïra se leva et marcha jusqu'à la porte à tâtons. Il n'y avait pas de poignée, naturellement, ni trou de serrure. Et le battant était si bien ajusté qu'aucune lumière ne passait, ni en haut, ni en bas. Elle colla son oreille contre lui, mais n'entendit aucun bruit. Dans son dos, le vieil homme marmonnait des paroles inintelligibles. Elle entendit le bruit de sa chaîne, tandis qu'il se retournait péniblement et s'allongeait de l'autre côté. Très vite, il se mit à ronfler. Elle regagna le banc, toujours à tâtons. Fatigué de dispenser de la lumière, Pantalaimon était redevenu chauve-souris et voletait dans le cachot en poussant de petits cris, tandis que Laïra, assise sur le banc, se rongeait un ongle. Soudain, de manière totalement inattendue, elle se souvint des paroles prononcées par le professeur palmérien dans le salon de Jordan College. Quelque chose la tracassait depuis que Yorek Byrnison avait mentionné pour la première fois le nom de Iofur. Et voilà que la mémoire lui revenait. Ce que Iofur Raknison désirait plus que tout au monde, avait dit le professeur Trelawney, était un démon. Évidemment, elle n'avait pas compris, sur le moment, ce qu'il voulait dire car il avait parlé de Panzerbjorn au lieu d'employer le mot anglais, et Lyra ignorait qu'il parlait des ours. De même, elle ignorait que Iofur Raknison n'était pas un homme. Or, un homme avait forcément un démon. Cela n'avait donc aucun sens. Mais tout devenait clair maintenant. Tout ce qu'elle avait entendu dire au sujet de l'ours roi se recoupait. Le plus grand désir du puissant Iofur Raknison était d'être un homme avec un démon. Et tandis qu'elle se faisait cette réflexion, une idée lui vint. Le moyen d'inciter Iofur Raknison à faire une chose qu'il ne ferait jamais en temps normal. Un moyen de rendre à Yorek Byrnison son trône légitime. Un moyen, enfin, d'atteindre l'endroit où ils avaient enfermé Lord Asriel pour lui remettre l'alétiomètre. Cette idée, encore fragile, flottait dans son esprit comme une bulle de savon, et Lyra n'osait pas la regarder en face, de peur de la voir éclater. Mais elle savait comment se comportent les idées, aussi la laissa-t-elle se développer lentement dans son coin, en regardant ailleurs et en pensant à autre chose. Elle était presque endormie quand la porte s'ouvrit dans un fracas métallique de verrou. La lumière se déversa à l'intérieur du cachot, et Lyra se leva d'un bond. Pantalaimon s'était précipité dans sa poche. Dès que l'ours-garde baissa la tête pour saisir dans sa gueule le morceau de viande de phoque et le lancer à l'intérieur, elle s'approcha et lui dit « Conduisez-moi auprès de Iofur Raknison. Si vous ne le faites pas, vous aurez des ennuis. C'est très urgent. » L'ours laissa tomber le morceau de viande et leva la tête. Ce n'était pas facile de déchiffrer les expressions des ours, mais celui-ci paraissait furieux. Ça concerne Yorek Byrnison, ajouta-t-elle. Je sais à son sujet quelque chose qui intéressera le roi. Dis-moi de quoi il s'agit. Je lui transmettrai le message, Répondit l'ours. Non, impossible. Personne ne peut être au courant avant le roi, dit Lyra. Désolé, je ne veux pas être malpoli, mais la loi veut que le roi soit toujours la première personne avertie. Peut-être cet ours était-il idiot. Quoi qu'il en soit, il eut un moment d'hésitation. Puis il lança le morceau de phoque dans le cachot et déclara Très bien, viens avec moi. Il la conduisit dehors, à l'air libre, ce dont elle le remercia en son fort intérieur. Le brouillard s'était levé et des étoiles brillaient au-dessus des hauts murs de la cour. Le gardien échangea quelques mots avec un congénère qui s'adressa à Lyra. Personne ne peut voir Iofur Raknison à sa guise, dit-il. Il faut attendre qu'il ait envie de vous voir. Ce que j'ai à lui dire est très urgent. Ça concerne Yorek Byrnison. Je suis sûr que Sa Majesté voudra être mise au courant, mais je ne peux en parler à personne d'autre, vous comprenez? Ce ne serait pas correct. Et le roi serait furieux s'il l'apprenait. Cet argument sembla avoir un certain poids, suffisant en tout cas pour impressionner l'ours et le faire réfléchir. Lyra était certaine d'avoir bien analysé la situation,
Iofur Raknison avait apporté tant de bouleversements dans les règles qu'aucun ours ne savait sur quel pied danser. Elle pouvait donc exploiter cette indécision générale pour accéder à Iofur. L'ours s'absenta pour aller consulter son supérieur hiérarchique, et peu de temps après, Laïra fut de nouveau introduite dans le palais, mais dans les quartiers officiels cette fois. L'endroit n'était pas plus propre pour autant, au contraire. L'air semblait même plus épais que dans le cachot, car on avait tenté de masquer la puanteur avec des parfums entêtants. On la fit attendre dans un couloir, puis dans une antichambre, et enfin derrière une grande porte, pendant que les ours discutaient, se disputaient et couraient dans tous les sens. Elle eut ainsi le temps d'observer la décoration grotesque. Les murs débordaient de moulures dorées à la feuille d'or, dont certaines s'effritaient déjà sous l'effet de l'humidité. Les tapis colorés étaient jonchés d'immondices. Finalement, la grande porte s'ouvrit de l'intérieur. Dans la lumière aveuglante d'une demi-douzaine de lustres, au milieu de ces mêmes parfums capiteux qui flottaient dans l'air, elle découvrit tout d'abord un tapis écarlate, puis les visages d'une dizaine d'ours ou plus qui la regardaient fixement. Aucun ne portait d'armure, mais tous arboraient une sorte de décoration. Un collier en or, une coiffe de plumes pourpres, une écharpe rouge vermillon. Bizarrement, il y avait également des oiseaux dans cette pièce. Des hirondelles de mer et des squois, perchés sur les moulures en stuc, volaient parfois en rase-motte pour chipper les morceaux de poisson tombés d'un nid installé dans un des lustres. Au fond de la pièce, sur une estrade, se dressait un trône imposant. Il était en granit pour donner une impression de force inébranlable, mais comme beaucoup d'autres choses dans le palais de Iofur, il s'ornait d'une débauche de draperies et de festons dorés, semblables à des guirlandes de Noël sur une montagne. Sur ce trône était assis l'ours le plus gigantesque que Laïra ait jamais vu. En vérité, Iofur Raknison était encore plus grand et plus massif que Yorek. Son visage était beaucoup plus mobile et expressif, empreint d'une sorte d'humanité qu'elle n'avait jamais vue chez Yorek. Quand Iofur posa son regard sur elle, Laïra eut l'impression que c'était un homme qui la regardait. Un homme comme ceux qu'elle avait rencontrés chez Madame Coulter. Un politicien habile, habitué au pouvoir. Il portait autour du cou une lourde chaîne en or, au bout de laquelle pendait une pierre précieuse trop voyante, et ses griffes, qui mesuraient au moins 15 centimètres, étaient recouvertes de feuilles d'or. Il se dégageait de l'ensemble une expression de force et d'énergie gigantesque, d'habileté aussi. Iofur était suffisamment impressionnant pour se permettre d'arborer ses ornements clinquants. Il ne lui donnait pas un air absurde, au contraire, il lui conférait un aspect barbare et grandiose. Laïra frissonna. Son idée lui semblait soudain trop invraisemblable pour être formulée. Malgré tout, elle se rapprocha légèrement car il le fallait, et elle s'aperçut que Iofur tenait quelque chose sur ses genoux, comme un humain tiendrait un chat ou un démon. Il s'agissait en réalité d'une grande poupée de chiffon, un mannequin doté d'un visage humain dénué d'expression. La poupée était habillée comme aurait pu l'être Madame Coulter, et d'ailleurs, se dit Laïra, il existait une certaine ressemblance entre les deux. Iofur faisait comme s'il possédait un démon. À cet instant, Laïra comprit qu'elle n'avait rien à craindre. Elle approcha du trône et salua bien bas, tandis que Pantalaimon restait soigneusement caché au fond de sa poche. Nous vous saluons, grand roi, dit-elle. Ou plutôt devrais-je dire, je vous salue, moi seul, sans lui. Lui. De qui parles-tu? La voix de Iofur Raknison était plus douce qu'elle ne l'aurait cru, teintée de variations expressives et de nuances. Quand il parlait, il agitait sa patte devant sa gueule pour chasser les mouches qui s'y regroupaient. Yorek Bernison, votre majesté, dit Laïra. J'ai quelque chose de très important et de très secret à vous apprendre, et je préfère que ce soit en privé. Quelque chose qui concerne Yorek Bernison? Elle s'approcha davantage, en enjambant soigneusement les crottes d'oiseaux qui jonchaient le sol, repoussant les mouches qui bourdonnaient devant son visage. Cela concerne les démons, dit-elle à voix basse, pour être entendue de lui seul. L'expression de Iofur se modifia. Laïra ne pouvait pas la déchiffrer, mais elle voyait bien qu'il était très intéressé. Soudain, il descendit lourdement de son trône, obligeant la fillette à faire un bond sur le côté, et aboya un ordre. Les autres ours baissèrent la tête et reculèrent vers la sortie. Les oiseaux, effrayés par son rugissement, tournoyèrent dans la pièce en criaillant, avant de retourner se poser dans leur nid. Dès que tout le monde eut quitté la salle du trône, à l'exception de Laïra, Iofur Raknison se retourna brutalement vers la fillette. Eh bien, dit-il,
Dis-moi d'abord qui tu es. Quelle est cette histoire de démon? Je suis un démon, votre majesté. Il se figea. Le démon de qui? Demanda-t-il. Yorek Birnison. C'était le mensonge le plus dangereux qu'elle ait jamais formulé. Elle voyait bien que seule la stupéfaction empêchait Iofur de la tuer sur le champ. Alors elle enchaîna. Je vous en supplie, majesté. Laissez-moi vous expliquer avant de me faire du mal. Je suis venu ici à mes risques et périls, comme vous pouvez le voir, et je n'ai aucun moyen de vous nuire. En vérité, je veux vous aider. C'est pour cela que je suis venu. Yorek Birnison fut le premier ours à posséder un démon. Pourtant, cela aurait dû être vous. Je préférerais 1000 fois être votre démon que le sien. Voilà pourquoi je suis ici. Comment? Demanda Iofur, le souffle coupé. Comment un ours peut-il avoir un démon? Et pourquoi lui? Et d'abord, comment peux-tu être aussi loin de lui? Quand il parlait, les mouches jaillissaient de sa bouche comme de minuscules paroles. C'est facile, je peux m'éloigner de lui car je suis comme le démon d'une sorcière. Vous savez bien qu'ils peuvent s'éloigner à des centaines de kilomètres de leurs humains. Et si vous voulez savoir comment je suis devenu son démon, je vous dirai que ça s'est passé à Bolvangar. Vous connaissez Bolvangar, Madame Coulter vous en a certainement parlé, mais je parie qu'elle ne vous a pas raconté tout ce qu'il faisait là-bas. Des opérations? Oui, des opérations, l'intercision, mais ils ont beaucoup d'autres choses également, comme la fabrication de démons artificiels, avec des expérimentations sur les animaux. Quand Yorek Birnison l'a appris, il s'est porté volontaire pour une expérience pour voir s'il était possible de lui créer un démon. Et ils ont réussi. C'est moi. Je m'appelle Laïra. Quand les humains ont des démons, ceux-ci ont des apparences d'animaux. À l'inverse, quand un ours possède un démon, c'est un humain. Je suis son démon. Je peux lire ses pensées et savoir exactement ce qu'il fait, où il se trouve et où est-il en ce moment? à Svalbard. Il se presse d'arriver ici. Pourquoi? Que veut-il? Est-il devenu fou? Nous allons le réduire en bouillie. C'est moi qu'il veut. Il vient me récupérer. Mais je ne veux pas être son démon, Iofur Raknisson. Je veux être le vôtre. Quand ils ont vu qu'un ours doté d'un démon était quasiment invincible, les gens de Bolvangar ont décidé de ne pas renouveler l'expérience. Yorek Birnison est donc le seul ours à posséder un démon. Avec mon aide, il pourrait monter tous les ours contre vous. Voilà pourquoi il vient ici à Svalbard. L'ours roi laissa éclater sa fureur. Son rugissement fit trembler les perles de cristal des lustres, et les oiseaux présents dans la salle du trône poussèrent des cris stridents. Laïra sentit ses oreilles bourdonner, mais elle était prête à tout endurer. Voilà pourquoi je vous préfère à lui, dit-elle. Vous êtes fougueux, puissant et intelligent. Il fallait que je le quitte pour venir vous le dire, car je ne veux pas qu'il gouverne les ours. Le roi ne peut être que vous. Il existe un moyen, un seul de me voler à lui, pour faire de moi votre démon. Mais je devais venir vous le révéler, car vous ne pouvez pas le connaître. De plus, vous risquiez d'employer contre Yorek Birnison les méthodes que l'on emploie habituellement contre les ours bannis. Au lieu de l'affronter dignement, vous l'auriez tué avec des lance-feu, ou je ne sais pas quoi. Mais si vous faites cela, je m'éteindrai comme une lumière, et je mourrai en même temps que lui. Mais comment? Je peux devenir votre démon, dit Laïra, mais seulement si vous battez Yorek Birnison lors d'un combat singulier. Car alors sa force entrera en vous. Mon esprit pénétrera dans le vôtre, et nous ne formerons plus qu'un seul être. Vous et moi, nous partagerons toutes nos pensées. Et vous pourrez m'envoyer à des kilomètres pour espionner, ou bien me garder ici auprès de vous, à votre guise. Et je vous aiderai à mener les ours au combat, pour que vous vous empariez de Bolvangar si vous le souhaitez. Vous les obligerez à créer d'autres démons pour vos ours favoris, ou alors si vous préférez rester le seul ours à posséder un démon, nous pourrons détruire Bolvangar pour toujours. À nous deux, nous pourrons tout faire, Iofur Raknisson. Pendant qu'elle parlait, Laïra tenait Pantalaimon au fond de sa poche, d'une main tremblante, et le démon restait aussi immobile que possible sous la forme d'une minuscule souris. Iofur Raknisson, lui, faisait les 100 pas, envahi par une excitation qu'il avait du mal à contenir. Un combat singulier, dit-il. Moi, je dois affronter Yorek Birnison? Impossible, c'est un banni. Comment pourrais-je me battre contre lui? Il n'y a pas d'autre moyen? Non, c'est le seul, répondit Laïra. Elle le regrettait, elle aussi, car Iofur Raknisson lui paraissait plus imposant,
plus enragée à chaque minute qui passait. Malgré toute son admiration pour Yorek, si forte que fût la confiance qu'elle avait en lui, elle ne pouvait croire qu'il fût capable de vaincre ce géant parmi les ours géants. Mais c'était leur seul espoir. Se faire faucher de loin par les lance-feu, ce n'était pas une solution. Soudain, Iofur Raknison se retourna. Prouve-le! Prouve-moi que tu es un démon! Très bien, dit Laïra. C'est facile. Je peux découvrir ce que vous êtes le seul à savoir, une chose que seul un démon pourrait découvrir. Dis-moi quelle est la première créature que j'ai tuée. Pour ça, je dois m'isoler dans une pièce. Quand je serai votre démon, je pourrai vous montrer comment je fais. Mais en attendant, cela doit rester secret. Il y a une antichambre juste à côté. Vas-y, et reviens me voir quand tu auras la réponse. Laïra ouvrit la porte et se retrouva dans une pièce éclairée par une seule lampe, totalement vide, à l'exception d'une vitrine en acajou renfermant quelques objets en argent terni. Elle sortit l'alétiomètre de sa poche et demanda mentalement: Où est Yorek? À 4 heures de marche d'ici. Il presse le pas. Comment le mettre au courant de mon plan? Tu dois lui faire confiance. Elle songea avec inquiétude combien il serait fatigué en arrivant. Mais elle se dit qu'elle contrevenait aux recommandations de l'alétiomètre en ne faisant pas confiance à Yorek. Chassant cette pensée, elle posa la question de Iofur Raknison. Quelle était donc la première créature qu'il avait tuée? La réponse fut brutale. Iofur avait tué son propre père. Elle interrogea l'alétiomètre pour en savoir plus, et apprit que Iofur était seul sur la banquise ce jour-là, jeune ours encore, lors de sa première expédition de chasse, lorsqu'il avait rencontré un ours solitaire. Il s'était querellé et battu, et Iofur l'avait tué, en apprenant par la suite qu'il s'agissait de son propre père. Les ours étaient élevés par leur mère, ils connaissaient rarement leur père. Il avait toujours caché la vérité. Nul ne savait ce qui s'était passé, à part Iofur lui-même. Laïra rangea la laitiomètre en se demandant de quelle façon elle allait présenter les choses au roi. Flatte-le, murmura Pantalaimon. Il n'attend que ça. Ouvrant la porte, Laïra trouva Iofur Raknison qui l'attendait, avec une expression où se mêlaient le triomphe, la fourberie, l'angoisse et l'avidité. Eh bien? Elle s'agenouilla devant lui et baissa la tête pour caresser sa patte gauche, la plus puissante, car les ours étaient tous gauchers. Je vous demande pardon, Iofur Raknison. J'ignorais que vous étiez si fort et si puissant. Que dis-tu là? Réponds à ma question. La première créature que vous avez tuée était votre propre père. Je pense que vous êtes un nouveau dieu, Iofur Raknison. C'est certain. Seul un dieu aurait la force de faire ça. Tu sais la vérité. Tu vois. Oui, car je suis un démon, comme je vous l'ai expliqué. Dis-moi encore une chose. Que m'a promis Lady Coulter quand elle est venue ici? Lyra retourna dans la pièce voisine pour consulter la laitiomètre et revint quelques instants plus tard avec la réponse. Elle vous a promis de convaincre le magistérium de Genève de vous autoriser à vous faire baptiser chrétien, bien que vous n'ayez pas de démon. Mais je crains fort qu'elle ne l'ait pas fait, et de vous à moi je doute qu'il soit d'accord pour vous donner ce droit si vous n'avez pas de démon. Je crois d'ailleurs qu'elle le savait, mais elle vous a caché la vérité. Peu importe, car quand je serai votre démon, vous pourrez vous faire baptiser si vous le souhaitez, et personne ne pourra s'y opposer. Vous pourrez l'exiger même. Ils n'auront pas le pouvoir de vous le refuser. Oui, c'est juste. C'est ce qu'elle m'a promis. Très exactement. Et elle m'a menti, dis-tu? Je lui ai fait confiance et elle m'a menti? Oui, mais ça n'a plus d'importance maintenant. Pardonnez-moi, Iofur Raknison, mais je me permets de vous signaler que Yorek Biernison n'est plus qu'à 4 heures d'ici, et peut-être devriez-vous demander à vos gardes de ne pas l'abattre. Si vous voulez l'affronter pour m'avoir, il doit pouvoir accéder au palais. Oui, je comprends. Et quand il sera ici, peut-être devrais-je faire semblant de continuer à lui appartenir en disant que je me suis perdu ou quelque chose comme ça. Il ne saura rien. Je jouerai la comédie. Avez-vous l'intention de dire aux autres ours que je suis le démon de Yorek et que je vous appartiendrai quand vous l'aurez vaincu? Je ne sais pas. À ton avis? Je pense qu'il vaut mieux ne rien dire. Quand nous serons unis, vous et moi, nous pourrons réfléchir plus facilement et prendre la meilleure décision. Dans l'immédiat, vous devez expliquer à vos sujets pourquoi vous allez laisser Yorek se battre avec vous comme un ours, alors que c'est un banni. Ils ne comprendront pas. Nous devons donc trouver une explication. Évidemment, ils obéiront à vos ordres, mais s'ils comprennent pourquoi vous agissez ainsi, ils vous admireront encore davantage. Que doit-on leur dire?
Dites-leur, dites-leur que pour assurer la sécurité absolue de votre royaume, vous avez fait revenir Yorek Birnison, afin de l'affronter personnellement, car le vainqueur régnera sur le peuple des ours à tout jamais. Vous comprenez? Si vous donnez l'impression que Yorek est revenu à votre initiative, ils seront très impressionnés. Ils penseront que vous avez le pouvoir de le faire revenir à votre guise, de n'importe où. Ils penseront que vous pouvez tout faire. Oui, l'ours géant était pieds et poings liés désormais. Laïra se sentait comme enivrée par le pouvoir qu'elle exerçait sur lui. Et si Pantalaimon ne lui avait pas mordillé la main pour lui rappeler la réalité du danger qui les menaçait, peut-être aurait-elle perdu toute mesure. Mais elle se ressaisit et recula de quelques pas humblement pour regarder les ours préparer, sous les ordres fiévreux de Yofur, la reine pour Yorek Bernison. Pendant ce temps, ignorant ce qui se tramait, Yorek approchait à grands pas de son destin, sans que Laïra puisse l'avertir qu'il allait devoir vendre chèrement sa peau.